Bonjour tout le monde, bienvenue pour la saison 2 du podcast La science des sciences. Nous recommençons cette année, nouvelle année universitaire, nouvelle saison. Léger changement que je vais adresser au début, nos épisodes ne seront plus aux 2 semaines, mais au mois, mais à l'année au complet, à partir de maintenant. Donc c'est le seul changement majeur pour nous. Sinon, on continue avec des invités extraordinaires. Premièrement, à ma gauche, ici, Catherine Mancé, vous êtes professeure titulaire au département des génies civils, géologiques et des mines à Polytechnique Montréal. Et à ma droite, M. Normand Mousseau, professeur titulaire au département de physique à l'Université de Montréal. Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation. Merci. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Vous êtes deux sommités. On va parler de questions de transport, de transition énergétique. Vous avez une multitude de publications à vos actifs, de livres aussi. J'ai vu plusieurs livres très intéressants. Tout d'abord, on peut commencer ici. Juste présenter vos recherches, vos spécialités et un peu comment ça se passe, votre vie de chercheur, comment on collecte et les méthodes que vous employez dans vos recherches. Une vie de chercheur, c'est quand même intéressant. Là. Moi, je suis titulaire de 2 chaires de recherche sur la mobilité des personnes. Donc, c'est vraiment le focus de mes recherches et de m'intéresser à, la mise en œuvre de la durabilité en transport, en étudiant les comportements de mobilité, les facteurs qui ont un impact sur ces comportements-là, en essayant de modéliser tous les impacts que ça peut générer, les comportements de mobilité et les choix qu'on peut faire en termes d'offres de transport, et aussi en évaluant les impacts de différents scénarios. Si on transformait la ville, si on transformait nos systèmes d'activité, si on transformait les systèmes de transport, qu'est-ce que ça pourrait nous donner comme impact? Là? Et surtout voir si c'est en phase avec nos différentes cibles. On reviendra sur les cibles, ça vous intéresse. Et aussi, j'ai une deuxième chaire qui s'intéresse aux interactions entre les modes. Donc, cette chaire-là est vraiment sur les questions d'interaction entre les différents modes de transport, notamment les relations de complémentarité, compétitivité, effet de substitution, la multimodalité, l'intermodalité. Donc, un peu comment on comprend le rôle de chaque mode et surtout comment on alloue les ressources. Parce que quand on va décider à qui on donne l'argent, à qui je parle d'un mode ou un espace, mais c'est important de comprendre le rôle que ça peut jouer et comment ces modes-là en combinaison ou en compétition peuvent générer des changements de comportement. Et à côté de ça, j'ai une équipe qui développe des outils, notamment des logiciels ouverts pour justement instrumenter la prise de décision, donc faire en sorte que nos institutions et organisations aient de meilleurs outils pour comprendre les impacts de certaines idées qu'ils pourraient avoir. Fort intéressant. On lit souvent dans les médias, la science va dire ça par rapport à ça. C'est quoi la méthode scientifique derrière? Ça dépend toujours de la question qu'on nous pose, là. Mais je dirais qu'à la base, déjà, si on écoutait la science, ça irait mieux dans mon domaine. Mais il y a beaucoup d'ensembles de données qui vont témoigner de la façon dont les gens se déplacent. Et là, ce qui est compliqué dans une science comme la mobilité, c'est que ce qu'on modélise, ce sont des gens, principalement. Et on a parfois des hypothèses de comportement rationnel. On peut les questionner. Donc, on essaie de comprendre, finalement, comment les gens font leurs choix et inclure ça dans les modèles, notamment tous les processus de choix, de mode de transport, de trajet, pour essayer d'induire, en fait, de mettre en place ce qu'il faut pour que les comportements changent. Donc, on fait beaucoup de modélisation à partir de gros ensembles de données divers. Donc, des données qui proviennent d'enquêtes, mais aussi de données qui proviennent de systèmes opérationnels. Donc, chaque fois que vous utilisez un système de transport, que ce soit une route, un système de transport commun, un taxi ou un Bixi, peu importe le mode, il y a quand même des informations qui sont enregistrées et ça permet justement de mieux comprendre l'utilisation des modes et aussi d'essayer de lier ça à des variables qui vont nous permettre de modéliser et prévoir les comportements de mobilité. Donc, beaucoup de données, beaucoup de données, beaucoup de modèles de différents types, des modèles économétriques, des modèles statistiques, des modèles géographiques parce que le transport s'est inscrit dans un territoire, beaucoup de modèles avec des composantes temporelles parce que ça évolue beaucoup, donc il faut tenir compte des différents cycles. On a des modèles d'optimisation aussi parce qu'on essaie généralement d'être meilleur, donc d'avoir des cibles et de réduire parfois des coûts, parfois d'autres choses. Donc, c'est beaucoup le type de démarche qu'on utilise. Fort intéressant. On pourra revenir un peu plus en détail dans des cas plus précis. Ça, je pense que ça aide aussi à imaginer comment ça se passe dans le laboratoire. Mais on peut aller du côté du professeur Mousseau aussi pour parler un peu de vos recherches qui sont excessivement larges. Au début de carrière, et actuellement, c'est un peu différent si je ne me trompe pas. En fait, je suis physicien théoricien, donc au
quotidien, si on veut, une partie de mes travaux, c'est en modélisation, développer des outils numériques pour simuler l'évolution des matériaux au niveau atomique. Donc, par exemple... Donc, c'est similaire. On parle de simulation. Simulation, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les atomes, plutôt que les véhicules. C'est ça. Mais le cerveau humain est très son choix. différent. Oui, c'est ça. Oui, donc on développe des algorithmes. Donc, dans mon cas, c'est vraiment de développer des méthodes qu'on distribue à travers le monde pour être capable de suivre l'évolution des matériaux. Par exemple, un acier, comment un acier va évoluer dans un contexte où il y a de l'hydrogène, où il y a du carbone, la rouille, comment des verres vont vieillir. Donc, on s'intéresse, par exemple, aux miroirs qui sont utilisés dans l'expérience LIGO, qui est une expérience pour mesurer les ondes gravitationnelles. Quand il y a 2 trous noirs dans l'univers qui rentrent en collision, ils déforment l'espace. C'est ça, on le mesure ici sur Terre. Et ce qui limite aujourd'hui, c'est fascinant, ce qui limite la mesure de ces collisions-là immenses, c'est le fait que dans les miroirs, il y a des atomes qui bougent de temps en temps. Et ces atomes-là qui bougent font un bruit suffisamment élevé, dans le miroir d'une tonne, là, pour réduire notre capacité de mesurer la déformation de l'univers. Et là, on essaie de trouver comment ils bougent, puis comment on peut les empêcher de bouger, par exemple. Donc, c'est le genre de... Oui, donc pour aider les physiciens en astrophysique. Et c'est en astrophysique, mais aussi en matériaux et autres. Donc, donc j'ai fait aussi beaucoup en biophysique. Donc, je travaillais sur l'Alzheimer, la COVID, des choses comme ça. Mais je ne suis pas ici pour ça. Mais pour l'ensemble de l'expertise. Ça fait aussi une vingtaine d'années que je travaille sur l'énergie. Donc, je suis tombé un peu par hasard là-dedans par des travaux en vulgarisation scientifique. Donc, je faisais beaucoup de vulgarisation scientifique et je suis tombé dans l'énergie un peu. Puis, faute d'experts dans le domaine qui sortaient, qui se positionnaient sur la place publique, je suis devenu un expert avec un seul livre au début et j'ai continué à travailler là-dedans au fil des années. Et depuis 2016, je suis directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier. Auparavant, j'avais été co-président de la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec. Donc, on a fait le tour du Québec pour préparer la politique énergétique sous le gouvernement de Pauline Marois. Et donc, ça fait depuis une dizaine d'années, 9 ans, que je suis directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier, qui est un institut qui est financé par un don important de la Fondation familiale Trottier, et ce qui nous donne une liberté d'action puis une capacité d'agir dans la durée. C'est-à-dire qu'on a un financement, on avait initialement 10 ans, on a été renouvelé jusqu'en 2030. Donc, on est capable de faire des projets qui s'étirent dans le temps, prendre des risques. Et avec ça, on a piloté donc différents projets, des projets de modélisation technico-économique où on fait des perspectives énergétiques. On essaie de projeter le Canada dans 2060 en regardant différentes trajectoires de décarbonation. Mais aussi, on a travaillé beaucoup pour créer des structures au niveau national canadien pour appuyer les décideurs publics. Donc, on a contribué à la création de l'Institut climatique du Canada. On a créé aussi le Carrefour de modélisation énergétique, qui est un organisme qui maintient des modèles énergétiques, par exemple les réseaux électriques, des modèles de transformation du système énergétique dans le bâtiment et autres, et avec les bases de données qui donnent accès à l'ensemble des groupes environnementaux, des groupes politiques, des gouvernements, à ces modèles-là, un peu comme fait Catherine, pour faciliter la prise de décision, mais aussi les échanges à un niveau plus élevé. Puis aussi une autre organisation, qui est un organisme à but non lucratif, qui s'appelle l'Accélérateur de transition, qui, lui, est une organisation qui travaille avec des secteurs économiques particuliers pour appuyer la décarbonation aussi de notre société. Donc, on a des projets, par exemple, en Alberta, avec de l'hydrogène qu'on appelle bleu, là, décarboné, et un peu partout à travers le pays, dans le bâtiment, dans d'autres secteurs un peu. Ce qui unit un peu vos deux thèmes, c'est un problème commun, c'est les changements climatiques. Quand on parle de transition du transport énergétique, on n'aurait pas à le faire s'il n'y avait pas un problème climatique aussi dangereux, aussi néfaste pour pas juste notre espèce, mais pour l'ensemble de la Terre. Je vais profiter, on a un physicien avec nous. Les changements climatiques, si on peut expliquer ça pas facilement, mais clairement, d'un point de vue physique, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui nous prouve que l'humain en est, du moins, grandement responsable? Comment on pourrait... Quelles idées qu'on peut amener puis qui fassent on peut, avec juste la physique, expliquer les changements climatiques. Donc, je veux juste revenir je ne suis pas un climatologue. Oui, je sais. Non, mais par exemple, tout mon travail sur la transition énergétique,
je ne me positionne pas sur les cibles climatiques. Donc, je prends les cibles climatiques que les pays se donnent, puis je dis maintenant, est-ce qu'on est en chemin ou non? Qu'est-ce qu'on doit faire pour atteindre ces cibles-là? Donc, c'est vraiment, comme expert, c'est là que je me positionne. Donc, je ne sors pas comme expert sur les cibles climatiques. Par contre, la notion du climat, ça remonte donc Arrhenius. Donc, on a au 19e siècle déjà, donc il y a plus de 100 ans, un chimiste, Arrhenius, qui était un chimiste suédois, avait déjà fait des premiers calculs sur ce qu'on appelle l'effet de serre. Et ça, on regarde simplement la quantité d'énergie qui arrive sur Terre du Soleil, la quantité d'énergie qui ressort, puis la différence fait en sorte que si on a un équilibre, s'il y a autant d'énergie qui rentre, qui sort, bien, la Terre reste à la température qu'elle a aujourd'hui. S'il y a plus d'énergie qui reste emmagasinée dans l'atmosphère, bien là, la Terre se réchauffe. Si on perd plus d'énergie qu'on en reçoit, bien là, la Terre se refroidit. Et on est dans une situation aujourd'hui où, en fait, la lumière arrive dans le jaune. En gros, en moyenne, c'est un spectre plus large, mais centré dans le jaune. Et au niveau de la Terre, les photons qui arrivent sont absorbés, réémis, et sont réémis dans une couleur un peu plus rouge. Donc, on s'en va vers le rouge, des infrarouges. Là. Et cette gamme-là d'énergie, elle est piégée par l'atmosphère. Donc, le jaune passe sans problème, il arrive jusque nous. Quand c'est réfléchi dans une autre gamme de couleurs qui, elles, sont captées par l'eau, beaucoup la vapeur d'eau qui domine, mais aussi le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, pardon, et d'autres méthane et autres molécules. Et l'effet de serre, donc le réchauffement climatique, est dû au fait qu'on rajoute un petit peu de carbone, de CO2. En fait, pas beaucoup. On est passé d'à peu près 300 particules par million à un peu plus 400 aujourd'hui. Et déjà, c'est suffisant pour augmenter assez rapidement la température de la planète. Et l'enjeu, c'est pas tant la température absolue. Hein? On s'en fout un peu. On aurait pu très bien vivre à une température qu'on a aujourd'hui ou 2 degrés de plus. C'est juste que tout le système vivant s'est adapté et s'est transformé dans un contexte de température un peu plus froide. Toutes nos infrastructures, toute notre société s'est construite avec une température et un climat donné. Et quand on le change, mais là, soudainement, on crée un stress sur tout le système, sur les systèmes vivants, la biosphère, puis sur nos infrastructures. Et c'est tout ça qui craque en même temps. C'est là le défi. C'est pas le réchauffement intrinsèque. Si on avait commencé à cette température-là, puis on s'est installé, puis les plantes et les animaux auraient eu le temps, sur des milliers d'années, de s'adapter, on aurait été correct. Donc, c'est vraiment cette... Si on la maintenait aussi constante. C'est ça. C'est la vitesse de la transformation. Et cette vitesse-là est tellement grande que ça a été long pour qu'on l'accepte. Par exemple, les géologues qui ne sont pas habitués à penser sur des échelles de temps de 10 ans se sont longtemps opposés au changement climatique parce que pour eux, quelque chose qui se passe en moins de 10 ou 100 000 ans, c'est juste inconcevable. OK? Et là, on a été obligé de bien admettre que c'était vrai, mais c'est intéressant de voir entre les disciplines, des disciplines qui ne se pensent pas à une échelle de temps si courte, ne pouvaient pas l'imaginer même. Et quand on a vu ce réchauffement-là qu'on mesure, évidemment, on a testé toutes sortes d'hypothèses, outre celles que les climatologues nous disaient, qui viennent du réchauffement du CO2 et autres gaz. On a regardé toutes sortes d'autres choses, mais il n'y a aucune des autres hypothèses qui tient la route. C'est-à-dire que quand on a essayé de valider est-ce que c'est le soleil, est-ce que c'est les taches solaires ou quoi que ce soit, ça ne marche pas avec ce qu'on voit sur le terrain. Donc, la seule chose qui marche, et très bien, c'est le fait que c'est causé par l'activité humaine. Oui, on est dans cette façon. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de parler de crise? On est vraiment dans une mutation du climat et ça change. Il n'y a pas de retour en arrière. En fait, une espèce perdue, c'est une espèce perdue. Des écosystèmes perdus, c'est difficile de retrouver. Donc, on ne recule pas. Mais la question, c'est à quelle vitesse on veut continuer d'avancer, pour encore combien de temps? Parce que chaque fois qu'on réchauffe, chaque fois qu'on transforme, on ajoute du stress à, en plus, un écosystème, une biosphère qui est déjà fragilisée par l'activité humaine. Donc, sans même tenir compte du réchauffement climatique, il y a déjà beaucoup de fragilité dans le système. Là. Oui, puis des espèces qui n'arrivent pas à s'adapter assez vite à la lumière de la vitesse du changement. Moi, je pense qu'il faut parler de crise. Parce qu'elle n'est pas contrôlée encore. Fait qu'on ne vit pas encore les impacts de ce qui est émis aujourd'hui. Oui, ça c'est problématique. Là. Puis je pense pas qu'on est sur un chemin pour devenir carbo-négatif.
Non. Non, mais je veux dire, éventuellement, il va falloir penser à ce qui a été émis est là. Oui, Donc, on a quand même oui. accumulé quand même un gros problème. Et si on revient au transport, parce qu'au Québec, oui. Le transport prend une grande part de la tarte quand on regarde qu'est-ce qui cause, qui émet le plus de CO2. C'est quoi, 45 environ? C'est énorme. Si on prend le Canada, c'est environ le quart. J'imagine que l'industrie pétrolière dans l'Ouest change un peu la donne. C'est tout, mais c'est une grande part. On pourrait évidemment inviter des experts dans d'autres milieux, chez la construction, entre autres, l'armée aussi est très pollueur, mais on concentre-nous, entre autres, sur le transport parce que ça prend de l'énergie. Et à la base, c'est la question du déplacement. On se déplace, tout se déplace, en fait, que ce soit l'information, que ce soit la marchandise et les personnes. Et ça, on n'arrêtera pas ça. Il faut se déplacer. Mais toute hypothèse est bonne en science. On pourrait poser l'hypothèse que les gens vont moins se déplacer. Bref, on se déplace. Ça va de soi. Maintenant, c'est le comment. On voit sur la Terre, il y a différents modèles. Est-ce que le modèle nord-américain, je vais être un peu négatif, mais est le pire? États-Unis, Canada, je parle. Oui, je pense pas qu'il y a un modèle nord-américain. Puis là, je voudrais juste rajouter aussi que la part, le Québec, le problème du Québec et le transport, c'est que les émissions sont en croissance. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est que dans les secteurs d'activité, en plus d'être le plus important, c'est celui où les émissions sont en croissance. Fait que ça veut vraiment dire qu'on ne fait pas la bonne chose. Fait que c'est peut-être une façon de répondre aussi. Est-ce que c'est un bon modèle? La réponse, clairement, ce n'est pas. En fait, avons-nous un modèle? Je pourrais peut-être poser la question comme ça. Si on en avait un, peut-être que ça irait mieux aussi. Mais le modèle nord-américain, donc si on résume ce modèle à... on a vraiment beaucoup misé sur la voiture particulière. Puis j'utilise moins la voiture, j'utilise véhicule tellement le parc de véhicules évolue au Québec. Là. On a moins des automobiles que des camions légers maintenant, en tout cas. Fait que je pense qu'effectivement, d'avoir orienté notre développement autour de la voiture, à l'époque, peut-être que c'était une bonne idée, parce que sinon, on ne l'aurait pas nécessairement fait. Mais à la lumière de la compréhension et des connaissances qu'on a maintenant, ce n'est plus une bonne idée. Puis ça, c'est toujours ce qui est un peu inquiétant, c'est faire quelque chose parce qu'on ne sait pas que c'est une mauvaise chose. Bon, c'est peut-être toujours tolérable. L'exemple de la cigarette est quand même intéressant à cet égard, mais du moment où on sait et on connaît l'ampleur des impacts qui sont associés à un modèle de développement, puis à un système de transport, bien là, ça serait quand même urgent de corriger la situation. Ce qui ne se fait pas. Ça, clairement, je pense qu'on voit que ça ne se fait pas. Oui. Vous avez parlé des livres. Un de vos livres, c'est d'ailleurs au bout du pétrole, tout ce que vous devez savoir sur la crise énergétique. Vous êtes penché donc sur la question du pétrole. Le problème de dépendance de nos sociétés au pétrole, et je dirais même pétrole abordable, juste du point de vue économique, ça me semble être un gros problème. On peut même oublier la question environnementale. Être dépendant d'un produit qui va éventuellement finir dans je ne sais Dieu combien de temps. Je ne sais pas si on a des idées de... Donc, mon livre, j'ai publié en 2008. Donc, c'était mon premier livre. Donc, c'est un peu dépassé. Et entre autres, dans ces livres-là, on ne voyait pas le pétrole de schiste, on ne voyait pas le gaz de schiste. En fait, mon livre est sorti en avril. C'est en septembre de la même année que les premières démonstrations claires que le gaz de schiste pouvait être exploité de manière compétitive sont arrivées. Okay? Et ça a complètement bouleversé la donne dans le secteur énergétique au niveau mondial. Donc, aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est pas les ressources pétrolières ni gazières. On en a amplement pour faire bouillir la planète sans problème. Donc, on n'est plus... La problématique n'est plus celle-là. Aujourd'hui, le pétrole n'est pas cher. Quand on regarde le prix du surtout au Canada, pétrole, là, je sais qu'on se plaint non, beaucoup, mais partout, parce que c'est le même prix. Le prix du baril de pétrole est un prix mondialisé. Et il n'est pas cher parce qu'on se retrouve dans une situation où la demande ralentit, l'augmentation de la demande ralentit. Et on a beaucoup de production. Les États-Unis sont redevenus, avec le pétrole de schiste, le premier producteur mondial en quelques années après avoir chuté. Et on sent qu'il devrait rechuter un peu là, dans les prochaines années là, parce qu'il arrive à la fin. Donc, l'enjeu n'est plus le pétrole. Le pétrole, évidemment, ça coûte cher pour une société qui n'en produit pas. On achète au Québec pour l'équivalent de près de 10 milliards de dollars de pétrole chaque année.
OK? Donc, c'est de l'argent qui sort directement du pays. Deuxièmement, l'utilisation du pétrole, c'est une utilisation très inefficace. Une voiture à essence, essentiellement, n'utilise que 20% à peu près de l'énergie contenue dans le pétrole pour se déplacer. Le 80% est perdu en chaleur. Électrifier un véhicule fait en sorte que plutôt que de perdre 80% de l'énergie, on en perd à peu près 20% simplement, dans tous les mécanismes et tout. Et on utilise donc 3 à 4 fois mieux l'énergie. Okay? Donc, c'est un aspect important, je dirais, de la transformation. Je veux juste revenir, on parle de changement climatique. La question du transport, et ça c'est à Catherine de conseiller, mais la question du transport ne se limite pas à ça. Il y a toutes sortes d'autres enjeux liés à notre choix d'occupation du territoire qui dépasse l'enjeu climatique. Oui. Il y a un enjeu de risque pour la population lié à l'automobile. Dans une ville, des gros véhicules, ça tue du monde. Beaucoup plus que des cyclistes et des piétons. Ils sont de plus en plus gros, hein, les véhicules. Et en plus, la façon dont on occupe le territoire, on prend beaucoup d'espace pour des routes plutôt que pour d'autres choses. Et il y a donc beaucoup plus d'enjeux que simplement la transition énergétique. Parce qu'on peut simplement électrifier tous les véhicules demain matin et on va avoir réglé la question climatique sans avoir réglé les autres problèmes. On va pas régler totalement, parce qu'il y a quand même une petite empreinte associée. Il y a une petite empreinte, mais je veux dire, on peut travailler sur la décarbonation de l'ensemble du cycle et se retrouver avec quelque chose qui est relativement propre, entre guillemets, mais qui a tous les autres problèmes associés, reste là. Oui, donc on peut amoindrir un problème, mais on ne résout pas l'ensemble. Et donc, il faut penser un peu plus systématiquement à l'ensemble, si je vous comprends bien. Oui, puis en fait, souvent quand on fait des analyses, parce que moi, on m'a interpellé pour aider, pour accompagner dans l'établissement de cibles de réduction de gaz à effet de serre. Et en fait, on peut faire comme plusieurs organisations, puis y aller au pif, là, à 20 je sais pas, ou 30 peu importe, là, parce que de toute façon, on n'atteint généralement pas nos cibles. Ou on peut essayer de voir ce que ça exige de faire cette transformation-là, donc de voir quelles sont les transformations de comportement qui sont requises, mais aussi voir si la solution qu'on envisage va avoir d'autres impacts positifs sur l'ensemble de nos autres cibles. Puis moi, généralement, s'ils n'en ont pas, je vais leur en proposer. Je vais leur dire, tu sais, ça a une empreinte. Pas juste carbone, j'utilise des ressources, là, je vais consommer... Un téléphone cellulaire pour les gens d'audio. Oui, c'est ça. Un téléphone cellulaire. Donc, tout ce qui est technologique a une empreinte. Tout a une empreinte. Puis en fait, quand on parle de transport, effectivement, la consommation de ressources, puis là, je parle d'espace. Fait qu'on peut consommer combien de mètres carrés, de mètres cubes, ça va consommer tous ces véhicules. On va parler... Moi, je parle beaucoup d'obésité spatiale, là, parce qu'on s'étend, on consomme beaucoup d'espace pour vaquer à nos activités. Donc, on génère de la congestion. Ça a une valeur économique. Elle a été plusieurs fois quantifiée. C'est lié à des troubles psychologiques, le stress, etc. Bon, on a vraiment tout ce volet-là. Puis les enjeux d'équité. Il y a les enjeux de santé publique, les gens qui ne font pas d'activité physique. Là. Il y a des enjeux sur le développement de l'autonomie des enfants. Il y a une panoplie d'enjeux. Il y a vraiment une pieuvre d'impact sur les 3 sphères. Souvent, je vais référer aux sphères du développement durable. C'est des impacts économiques sur la santé et sur l'environnement. Il y en a plusieurs. Puis juste d'un point de vue économique, quand on regarde le coût de transport, tant pour les ménages que pour la collectivité, le pire dans les options qu'on peut choisir, c'est d'ancrer nos développements et notre mobilité autour du véhicule privé. C'est comme la pire option. Puis c'est drôle, des fois, j'essaie de faire un cadran en mettant plein de solutions auxquelles on pense. Puis une des solutions pour lesquelles il y aurait des bénéfices positifs pour la société et les ménages, c'est de réduire la dépendance à l'auto. Bien, c'est drôle. Je ne sais pas ce que ça prend pour convaincre nos décideurs, parce que ça permettrait de réduire les coûts de transport. Hein, on le sait, le transport, c'est le 2e poste de dépenses budgétaires pour les ménages. Je peux juste, donc, le prix médian d'un véhicule nouveau aujourd'hui vendu, donc c'est 65 000 $. Oui, c'est vraiment extrêmement cher. Quand on a des gens qui nous disent qu'il faut améliorer la santé financière des ménages, c'est pas en enlevant 50$ sur le permis de conduire, clairement. C'est en réduisant le nombre de véhicules possédés. Puis d'un point de vue collectivité, il y a beaucoup d'études qui ont démontré que quand un individu met $1 dans son mode de transport, bien, la collectivité va devoir aussi en mettre, parce qu'on a un réseau routier. Il faut regarder quand même les documents publics sur
les dépenses du gouvernement, puis dans notre plan québécois des infrastructures, c'est quand même le principal poste budgétaire, avec plus que 21 là, de tout ce qu'on pense investir dans les 10 prochaines années, c'est le réseau routier. Fait que ça nous coûte extrêmement cher. Donc, oui, il y a les changements climatiques. On a déjà plusieurs arguments juste avec les changements climatiques, mais il y en a tellement d'autres. Puis parfois, dans des domaines comme ça, on sait ce qu'il faut faire. Peut-être pas précisément, mais on a une très bonne idée des grandes orientations qu'on devrait prendre. Bon, après, on a plein de beaux outils pour aider à prendre de meilleures décisions plus précises, mais c'est quand même assez étonnant. Puis c'est la beauté et le danger de ce domaine-là. C'est que, contrairement effectivement à une roche qui ne va pas se prononcer sur ce qu'on veut faire avec, bien là, on est un peu pris avec une population qui a beaucoup de résistance sur des décisions qui doivent être prises. Donc, l'ancien super ministre Fitzgibbon avait raison. Oui, totalement. Disait qu'il fallait réduire de 50 je pense. Oui, puis j'ai fait des simulations pour montrer que c'était possible puis que ça ne changeait même pas les comportements. Tout automobiliste continuait à se déplacer en auto, puis ça prenait 50 moins d'auto. Je lui ai dit personnellement que j'avais vraiment apprécié ce moment de lucidité. Ah, mais ça tombe bien. En fait, ça tombe pas bien parce qu'il n'est plus en, oui, je le sais. politique. Au moins, il n'aurait rien fait pour y arriver. Oui, il n'y avait ouais. aucun intérêt. Il l'avait dit. Ça a lancé une belle discussion sur des cibles qu'on n'a pas, mais qu'on devrait avoir. Oui, c'est toujours intéressant d'avoir ces moments-là qui arrivent des fois chez nos décideurs. Je voulais passer avec vous tout de suite à la deuxième partie. J'avais demandé si vous aviez une seule idée issue de votre domaine d'expertise à partager avec le public qui peut aider la société à prendre une meilleure décision dès demain matin. Laquelle ce serait? On pourrait commencer maintenant à droite. En fait, depuis quelques années, quand j'analyse les transformations, donc la transformation du système énergétique implique la construction de nouvelles infrastructures, que ce soit dans le transport de l'énergie, dans la production et autres. Et pour moi, un des aspects cruciaux, c'est que quand on regarde le coût des infrastructures au Canada, c'est démesuré par rapport à ce qu'on voit ailleurs. Par exemple, je donne simplement l'exemple d'un métro. L'an dernier, on avait évalué le coût d'un métro, le métro de l'Est, qui ferait 20 km, qui amenait du centre-ville à peu près à Repentigny. Okay. On parlait de 40 milliards de dollars. Aujourd'hui, à Toulouse, on est en train de terminer un métro de 21 km, 22 stations, donc à peu près identique au métro dont on parlait. Et le coût, quand j'étais là il y a 2 ans, c'était un scandale parce que le coût explosait de 3 milliards à 3 milliards et demi d'euros. Donc, aujourd'hui, ce prix-là va être de 5,5 milliards de dollars. Ici, c'est 40 milliards de dollars pour la même infrastructure. En fait, on va construire un métro de 4 km qui va coûter plus cher que le métro de 20 km qu'on est en train de construire à Toulouse, la ligne bleue qu'on fait une extension. C'est le cas pour les routes, c'est le cas pour les bâtiments. Si on veut décarboner les bâtiments, donc il y a un enjeu dans notre capacité à livrer des infrastructures dans des temps raisonnables, à des coûts raisonnables. Et pour moi, c'est un frein majeur à notre capacité de se projeter et à notre capacité de se réaliser. Il y a différentes raisons. Il y avait un rapport qui est sorti de l'Université de Toronto l'an dernier qui montrait que les pays anglo-saxons payent 4 à 5 fois plus cher que les autres pays pour les mêmes infrastructures. D'abord parce que les anglo-saxons, et nous, on est un pays anglo-saxon, d'abord, on ne peut pas se comparer à l'Espagne ou à la Suède parce qu'ils ne peuvent pas être bons s'ils ne sont pas anglophones. Okay? Donc, on ne se compare pas. Okay? D'abord, on va réinventer des normes, on ne va pas voir comment les autres font, et au final, on se retrouve à payer beaucoup plus cher. Ce n'est pas juste le Canada, les États-Unis aussi. Ah oui, en Californie, c'est une fortune. Et si on ne se réveille pas et on ne se pose pas ces questions-là, on va être incapable de se projeter et d'avancer et de faire les transformations nécessaires. Et chaque année qui passe fait en sorte qu'on perd de l'avance. Je vais terminer là. Paris a construit, en amont des Jeux olympiques, combien de kilomètres de métro? 200 kilomètres de métro autour de Paris. Ici, ça fait 20 ans qu'on se bat pour construire 4 kilomètres. Puis c'est pas fait encore. Là. Donc, on est complètement déconnecté ici de comment on peut faire les choses et des meilleures pratiques qui nous permettent d'avancer, de se transformer et de faire face aux défis
que représente, entre autres, la transition énergétique, mais beaucoup d'autres défis autour. C'est incroyable. C'est un peu déprimant. Mais ça me semble effectivement être... Et on le voit dans tous les projets. Aucune volonté réelle. Donc, on réalise ça. L'Ordre des ingénieurs a lancé un petit projet pour étudier ça l'année dernière. On n'a eu aucune nouvelle de ça. Là. Mais pour moi, c'est un défi majeur. Et si on ne pose pas un vrai acte là, on est condamné. Là, Donc, j'imagine que prochaine élection provinciale, l'an prochain, vous regardez ça dans les plateformes. Comment améliorer l'efficacité. Mais c'est tellement important qu'on ne peut pas juste mettre ça dans la 12e. Il faut dire, voici le mécanisme qu'on va utiliser pour avancer là-dessus. Là. Oui, parce que effectivement, je pense que tout le monde peut s'en rendre compte. Là. Puis tout le monde chiale un peu, évidemment, mais avec raison. Mais on ne change rien. On va construire un hôpital à 5 milliards de dollars. Comment on peut imaginer que c'est raisonnable, ces coûts-là? Pour moi, ça n'a pas de sens. Là. Oui, il y a eu la mairesse de Longueuil qui est sortie aussi pour une intersection à 1 million. Oui. Rendu là, mettez un rond-point. Mais bon, ça, c'est une autre chose. Bon, on peut se tourner ici. Même question, hein, une idée issue de votre domaine qui peut améliorer la société, qui peut aider au moins au débat et la société de demain. Je vais rebondir sur Normand d'abord, puis ensuite je vais parler de là. Mais moi, ce que j'ai tout le temps dit, c'est qu'il faudrait arrêter de penser que les projets, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut juste que ça fasse partie du fonctionnement normal que de faire de la mise à jour de nos infrastructures. Parce qu'actuellement, faire un métro, c'est genre, il faut revirer tout le monde à l'envers parce qu'on n'en fait pas assez. Alors que si c'était annuellement, voici la prochaine, voici les 2 prochaines, l'année prochaine, c'est celle-là, la 3, c'est qu'on a tendance à voir ces projets-là comme étant des choses vraiment extraordinaires, mais y a-t-il moyen que ça soit juste ordinaire, que ça fasse partie de l'habituel que de faire croître nos infrastructures conformément à l'évolution de la population et des besoins. Moi, j'en reviens pas. Puis pour faire ça, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'évidemment, un problème qu'on a dans ce domaine-là, c'est que les décisions ne s'appuient pas sur la science. Puis il existe vraiment des outils fort pertinents pour prendre de bonnes décisions. Là, je vais en mentionner un. Il existe des algorithmes intéressants pour aider à la conception de réseaux. Parce que souvent, quand on est pris avec, je sais pas, où est-ce que je mets la prochaine piste cyclable? Je vais dire ça de même, parce que c'est pas du tout d'actualité. Tu sais, les gens vont dire, ben là, ici, pas ici, là, ça fait... Mais il y a beaucoup trop de subjectivité dans le choix de certains corridors. Puis en fait, ce qu'on aurait besoin au Québec, c'est de s'appuyer. Nous, on a utilisé des algorithmes évolutionnistes dans lesquels on prend des cibles, genre minimiser le coût d'opération, ce qui est louable, parce qu'on voudrait que ce soit efficace, le transport, et minimiser aussi le coût opérateur, usager. Donc, celui qui se déplace voudrait avoir un bon trajet, parce qu'on ne déplace pas des marchandises. L'usager a quand même une perception de la qualité de son trajet. Et là, on a des outils qui vont générer des réseaux, qui vont utiliser la théorie de Darwin, qui éventuellement va permettre d'avoir des configurations de réseaux optimales, basé sur certaines règles qu'on a bien voulu se donner. Si on veut prioriser certaines clientèles, on peut. Donc, il y a vraiment des outils qui permettraient de dire, bien, voici le territoire québécois, où est-ce qu'on devrait mettre du transport en commun pour minimiser nos coûts totaux et faire en sorte qu'un maximum de gens utilisent peut-être sans correspondance. On peut mettre plusieurs critères. Et là, ça nous donnerait des configurations potentielles en disant, bien, si on met ça en place, voici, on pourrait maximiser la probabilité que des gens se déplacent autrement qu'en voiture. Puis ça, je le ferais pour des réseaux multimodaux. Donc, tu appliques cette logique-là à des réseaux piétonniers pour que les gens marchent, puis soudainement, ne se ramassent pas. Ah, il n'y a plus de trottoir ici. Je suis posé m'envoler. Bon, non, mais vous comprenez la logique de dire mon déplacement serait en continuité et je pourrais faire mon déplacement avec ce mode-là maintenant que j'ai un bon réseau. Et ça permettrait aussi de dépolitiser. Parce que il y a vraiment beaucoup de pression. Tu sais, ça veut dire que si quelqu'un dit, ben moi, je veux avoir le métro qui se prolonge dans mon quartier, mais si tu as voté de la bonne couleur, tu vas avoir ton métro, sinon tu ne l'auras pas. Pour moi, ça, c'est totalement inacceptable dans un domaine où il existe effectivement des méthodes objectives dans lesquelles on peut inscrire certaines de nos cibles. Je ne sais pas, je veux que les enfants puissent se déplacer en vélo pour aller à l'école. Bien, voici le réseau que ça prend. C'est là où je trouve que c'est dommage parce qu'il y a des très, très belles méthodes. On est capable d'utiliser de bonnes données, des bons outils objectifs, des algorithmes adaptés. Mais voilà, ça serait mon souhait. Et c'est important de comprendre à quel point on n'utilise pas
les meilleures pratiques dans le quotidien aujourd'hui des décisions. Et c'est... Puis toi, on penserait qu'on avance un peu, mais quand on regarde la façon dont on prend les décisions, à tous les ordres de gouvernement, on les prend sur des coins de table pour des décisions majeures. Et si, en effet, on avait des plans de développement de transport et autres, ça dépolitiserait aussi, parce que là, présentement, on construit un train, un pont, une affaire. Donc là, ça devient... Tout le monde veut se partager cette rare tarte-là. Si on a un plan où on le fait de manière naturelle et continue, bien là, c'est juste une question de dire, bien, je vais être le prochain ou je serai... On n'est pas dans la même optique pour penser. Donc, toute notre gestion des projets, le fait qu'on les fasse rares et autres, tout ça contribue à nous éloigner d'une bonne pratique. Et est-ce que vous voyez ailleurs dans le monde, c'est quoi les modèles que vous dites, ça, c'est intéressant, on pourrait tout de suite se pencher sur ce modèle-là, l'intégrer, évidemment, c'est pas du copier-coller, là, mais... Et je reviens à Toulouse, par exemple. Toulouse, ils construisent des métros depuis 30 ans. Ils ont commencé, ils n'ont pas arrêté. OK? Et le dernier métro, 20 km, ils le font en 5 ou 6 ans. Okay? C'est plus long que le métro initial à Montréal, mais c'est des temps raisonnables. À Paris, on n'arrête pas de construire des métros. Donc, quand ils ont dit on doit construire 200, ils l'ont construit, c'est tout. Là. Donc, on pense que ces vieux pays-là ne bougent pas. Au contraire, on regarde les trains rapides en Espagne. Les trains rapides en Espagne, ils fonctionnent et ils n'étaient pas très chers, en fait. Oui, même dans les pays, on se cache souvent, on est un pays nordique, c'est plus compliqué. J'ai été au Japon, là, je vous avais mentionné, mais j'ai même été à Hokkaido. Le train à haute vitesse marche très bien. Alors... La Chine a des trains qui se rendent au Tibet. J'étais à Shanghai, je pense en 2010 ou 2012, où on a allumé d'un coup 8000 km de train à haute vitesse. Pas à 300 km, à 250 km/h, fait en partie par Bombardier. Hein? Et bang, d'un coup, 8000 km, incluant le Tibet. Oui, la Chine est un des pays qui a construit de manière exceptionnelle là, dans les dernières décennies. Mais bon, le régime politique est peut-être un peu trop différent pour reprendre leur méthode. En tout cas, je trouve qu'il y a l'urgence quand il y a des endroits très congestionnés. Si on était vraiment intelligent, on mettrait en place ce qu'il faut. Mais là, c'est effectivement, le territoire évolue, la population croît, il y a des quartiers qui sont construits. Est-ce qu'on s'imaginerait permettre à une tour d'habitation de se construire sans mettre le réseau routier, le réseau d'aqueduc? Mais on le fait abondamment pour tout ce qui est autre offre de transport. Fait qu'on ne planifie pas d'autres façons de se déplacer que le morceau de rue. Ça me dépasse, là. Des fois, souvent, on ne met même pas de trottoir. Fait qu'on on a vraiment un biais sur la façon dont on comprend quels sont les besoins qui vont découler d'un nouveau développement. Je mets un pavillon universitaire. La première chose que je veux, c'est m'assurer que les gens puissent y accéder autrement qu'en voiture. Fait qu'il y a vraiment cette réflexion-là. Puis ce qu'on ne fait pas aussi, c'est qu'on n'applique pas des logiques habituelles d'analyse de réseau. Je sais pas, j'ai un réseau électrique, là, me semble que je vais tout faire pour pas que tous mes usagers dépendent d'un segment. Parce que s'il y a une panne, bien là, il n'y a plus personne qui a d'électricité. En transport en commun, volontairement, on fait ça, on inscrit ça dans des règles. Quand on a l'ouverture d'un REM, il y a des règles de non-compétition. Mais là, tu dis, mais qui n'a pas compris que dans une analyse de réseau, tu ne veux pas avoir un segment comme ça parce que ton réseau va être totalement vulnérable. Fait que là, on fait des analyses de vulnérabilité de réseau pour voir qu'est-ce qui arrive si certains segments tombent en panne. Mais nous, là, c'est même pas « on ne l'avait pas pensé ». C'est que proactivement, on interdit la redondance. Il faut quand même pas comprendre que c'est pas... Ce sont des personnes qui deviennent otages. Parce que dans les analyses réseau, on ne fait pas ça. L'enjeu n'était pas une analyse réseau, c'est une analyse de profitabilité de la caisse de dépôt. C'est pas une analyse de besoin de clientèle non plus. Non. Fait que c'est tout sauf réfléchir à des gens qui vont devoir se déplacer sur des réseaux. Puis ça fait plusieurs années que j'ai fait des travaux sur la diversité des trajets, la nécessité d'avoir un plan B, parce que je trouvais que c'était plus facile de l'expliquer comme ça, mais des analyses de vulnérabilité de réseau. Il y a de la théorie là-dessus sur plein de sortes de réseaux. Alors, en transport commun, en vélo, imaginez. Mais là, on ne va pas mettre une autre piste cyclable ici, il y en a une à gauche. Il y a 80 routes pour le véhicule, mais ça, c'est correct. Si on construit un nouveau pont, on ne va pas fermer les autres. Fait qu'il y a vraiment... c'est là que je dis, j'aimerais ça qu'on s'appuie sur la science, parce que des concepts de base, comme ça, dans les analyses réseau, on ne les utilise pas pour les réseaux qui ne sont pas routiers. Un concept de base qui, je pense, mérite aussi d'être un peu expliqué, c'est le trafic induit. Oui, j'en ai parlé justement à un journaliste aujourd'hui. Ça me semble clair pour moi.
Ce n'est pas clair pour tout le monde, Non. visiblement pour des gens en position de pouvoir non plus. Non. C'est quoi et comment on le sait? Comment on peut être Peut-être- sûr à 100% là, ça va arriver? Ben, on On fait pas sait ce qu'il que c'est faut de la pour pas que science. ça arrive. Donc, clairement, parce qu'en fait, j'ai déjà écrit un texte pour expliquer ce qu'il faudrait faire pour pas que ça arrive. Puis là, je vais parler du troisième lien, je m'excuse, parce que c'est dans ce contexte-là que je l'avais écrit. En fait, c'est la logique de choix des comportements. Dans un réseau de transport, il y a une question de compétition. Tu sais, je vais arbitrer, ça me prend 30 minutes en voiture, ça me prend 30 minutes en transport en commun. Je vais poser l'hypothèse qu'il y a 50 de probabilité que je prenne l'un ou l'autre. C'est rarement cette situation-là, quelques corridors. Là, si je viens vraiment améliorer les conditions de transport routières, et là, je vais oh, wow! Ceux qui étaient déjà là vont avoir on a un surplus de consommateurs, ça va leur prendre moins de temps qu'ils étaient prêts à payer. Mais là, il y a plein d'autres gens qui disent wow, mais à ce temps-là, moi, je suis prête à le payer ou à prendre cette infrastructure-là. Fait que là, on va générer une nouvelle demande. Soit c'est des gens qui se déplaçaient autrement, soit ce sont des gens qui allaient ailleurs. Fait que, je sais pas, quelqu'un habitait Lévis, il allait faire du magasinage, je sais pas où, je connais pas assez le territoire, même si je viens de Québec. J'allais pas magasiner à Lévis. Ou aller maintenant dire, ben je vais aller magasiner à Fleur-de-Lys parce que maintenant, ça me prend juste 22 minutes à la Québec. Donc là, on induit de nouveaux comportements routiers parce que le véhicule va être très compétitif. En plus, là, on vient d'ouvrir de nouveaux territoires. Là, wow! Au lieu de payer ma maison ou mon logement je sais pas, à Beauport, je vais aller m'établir à Lévis, dans le nouveau quartier, parce que là, ça coûte pas cher. Pourquoi ça coûte pas cher? Bien, parce qu'il n'y a pas de service, mais ça, c'est une autre histoire. Puis le terrain ne vaut pas cher. Fait que là, on va induire de l'étalement urbain. Ça va prendre 3 à 5 ans, et là, les temps de déplacement vont être plus longs qu'avant la construction. Je veux dire, ça a été observé partout. J'ai essayé de superviser un étudiant pour mesurer la demande induite à Montréal. Je dis là, je suis tannée, on va reculer dans le temps, puis on va regarder quelle a été l'augmentation de capacité routière et comment ça induit des changements de comportement, développement urbain, tout ça. Je n'ai pas été capable. Puis là, j'ai demandé, j'avais dit à certains journalistes, pouvez-vous appeler le ministère des Transports pour moi pour leur demander d'avoir les statistiques sur l'augmentation de capacité routière? J'ai dit, je suis convaincue qu'ils ne sont pas capables de vous les donner. Je n'ai jamais été capable de reconstruire l'évolution de capacité. Parce que là, obtenir des chiffres sur la capacité des réseaux, c'est pas simple. Parce que c'est pas inscrit sur le... Tu sais, quand je suis sur une route, ça me dit pas, ici, tu as une capacité de 2000. Là, ici. Fait qu'il y a des modèles mathématiques qui sont utilisés pour représenter. Mais ça a beaucoup évolué à travers le temps. Donc, on a le défi d'être capable de quantifier. Mais moi, je trouve que c'est une belle question. Quand quelqu'un veut augmenter, je veux dire, c'est quoi la capacité aujourd'hui dans les grands corridors, puis de combien ça a augmenté dans les 20 dernières années, puis quels ont été les impacts? Puis on peut le voir, en Je fait, serais curieuse. avec la pandémie. Parce que durant la pandémie, les gens ont fait beaucoup de télétravail. Donc là, le temps de déplacement tombait à zéro. Alors, on n'avait plus besoin d'être près de notre lieu de travail. Donc, les gens se sont déplacés. Et là, au retour, maintenant, on se retrouve avec des routes plus congestionnées le mardi, mercredi, parce que les gens vont pas au travail le lundi, mardi, le lundi, vendredi. Parce que là, on a rallongé les temps de transport, on a rajouté des routes. Et au moment où les gens ont pris leur décision, mais le gain, c'était je peux m'acheter un jardin que je ne pourrais pas avoir à Montréal. Donc là, c'est mon gain. En disant, de toute façon, j'ai 0 temps de transport. Donc, je vais aller. J'ai plus de transport, en fait. Ça, c'est intéressant. Les modèles ne prédisaient pas ça, vraiment. Mais quand les gens vont en télétravail, sont partis, sont éloignés. Ils se sont éloignés aussi des services. Effets rebonds. Les effets rebonds. Mesurés, Donc, et les gens se sont éloignés des services, ce qui fait qu'ils n'ont pas réduit tant que ça leur transport, leur besoin en transport. Mais là, ils sont plus loin, donc ils vont rajouter du transport parce que là, maintenant, il faut qu'ils retournent au travail, en plus d'être plus loin de tous les services. Donc, on se retrouve aujourd'hui... Ils dépendent beaucoup plus de la voiture maintenant. C'est une dépendance plus grande de la voie. Donc, il faut que ce soit télétravail 100% pour que ce soit... Mais même accéder à... C'est qu'on n'a pas à faire des quartiers qui permettent de vivre sans voiture. On construit des quartiers qui sont ségrégés. Donc, on n'a que du logement, on n'a pas de service... Donc, on n'a pas construit. Et c'est fou parce que j'étais à Valleyfield pour une invitation pour parler de développement durable. Et là, je regarde les projets de développement urbain. Ils sont tous dans des... Mais au moins, c'est des maisons, des semi-détachés, mais quand même, aucun service. Puis ça n'a pas d'allure. Mais ils disent parce que si on construisait plus dense, on n'attirerait pas les acheteurs. Ce qu'il faut, en fait, on n'attirerait pas les mêmes acheteurs, mais on aurait attiré des acheteurs. Mais toute la structure, même au niveau des maires, des promoteurs et tout, on est encore dans cette optique-là de dire, c'est ça que les gens veulent, fait que je construis. Donc, on se projette dans ce que les gens veulent
Et comme on offre des alternatives stupides, des trucs de 20 étages, des tours, c'est soit la maison semi-détachée ou complètement unifamiliale, ou des tours inhabitables, et on ne propose pas des modèles différents. Or, si je vais à Paris, qui est une ville très dense, on n'a pas des tours partout. En fait, on a interdit les tours à partir de 1973 pour garder une densité raisonnable. On va en Hollande, on va en Angleterre, qui sont les pays les plus denses dans les pays de l'OCDE. On ne trouve pas ces tours-là. On a fait des modèles où les gens ont un petit jardin tassé, serré. On a des trucs hyper compacts, mais qui permettent aux gens de vivre un mode de vie qui leur plaît. Et on n'est pas capable ici de reproposer des projets de développement. On est encore beaucoup, on regarde à Montréal, là, pour nous, la densification, quand on entend les élus, c'est des tours de 20 étages qui sont une destruction du tissu local urbain et où des alternatives denses à quelques étages seraient capables de livrer à peu près la même chose au final, mais dans un cadre de vie plus viable. Oui, je pourrais donner comme exemple aussi Tokyo, qui est une ville basse, à part les centres-villes, qui est beaucoup de grandes tours, mais sinon, c'est 2-3 étages et c'est densifié. Et moi, mon hypothèse, là, que je n'ai pas pu valider encore, évidemment, c'est qu'il y a vraiment une demande d'attente pour des quartiers bien desservis. Parce que pourquoi ça coûterait si cher si c'était si désagréable? Puis en fait, il y a quand même des gens qui vont s'établir. Près des métros, ça coûte plus cher. Pourquoi? Mais parce qu'on voit bien qu'il y a un avantage à habiter là. Donc, là où je ne comprends pas, c'est que si c'était si peu attrayant, ben ça ne coûterait pas ce prix. Il n'y aurait pas, il y aurait pas des files d'attente pour visiter certains logements. Mais on est dans des quartiers où, effectivement, c'est possible de vivre sans voiture. Puis quelqu'un qui arrive à faire le calcul du coût total, ce qu'on appelle le coût résidentiel, le coût de mon logement plus mes coûts de transport, mais va vite arriver à la conclusion que ça me coûte moins cher puis que plus tard, je vais être plus riche. Parce que ça, c'est le calcul qui est plus compliqué, c'est de se projeter dans 5-10 ans si je fais le choix d'acheter une propriété. Donc, à coût résidentiel équivalent, la répartition que je vais faire entre mon coût de transport et mon coût d'habitation ne va pas avoir le même impact plus tard. Et c'est le grand défi. Si on parle au-delà de l'électrification du transport, donc décarboner le transport, c'est facile. Okay? On peut tout électrifier ce qu'on a, puis c'est fait. Mais aller au-delà de ça, on ne parle plus juste de transport, on parle d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de rediriger les investissements aussi dans les infrastructures. Donc, on parle d'un problème qui est plus complexe et plus large. Oui. Les modèles occidentaux que j'ai souvent vus dans ces meilleurs quartiers, c'est des villes dans des villes là, où on fait un quartier qui est fermé, qui est super high-tech souvent et très cher. Mais c'est souvent ces petits modèles qu'on voit apparaître qui sont pas nécessairement accessibles à tous. Puis qui a cette idée on n'a pas besoin de ça. Il y a plein de modèles de réels. Là. Il suffit de revenir 30 ans en arrière ou 50 ans ou 100 ans en arrière. Les gens n'avaient pas d'auto. Et donc, on avait des modèles. On va en Hollande, par exemple. Les villes ont un diamètre d'à peu près 5 km. Donc, on peut le traverser en vélo. Donc, tout est sur le vélo. Et entre les villes, on n'a que des champs. Okay? Il n'y a pas des banlieues qui s'étirent. Et c'est un pays hyper dense. Là. On a une petite ville, un champ, une petite ville, un champ. Et ça permet comme ça d'avoir des environnements urbains viables, mais aussi un transport en commun qui relie tout ça relativement efficacement. Oui, c'est similaire au Japon. On utilise beaucoup le chemin de fer pour le développement. Il y a des centres urbains à certains endroits reliés qui créent le service aussi, des hôpitaux, des écoles et tout, et qui permet finalement facilement d'accéder et aux services et à la grande ville. Mais si une de nos cibles était de réduire la dépendance à l'auto, on réfléchirait à l'aménagement des quartiers comme ça. Mais nos cibles, actuellement, c'est changer la part des déplacements qui sont faits avec un mode. C'est complètement une autre façon de voir les choses. Parce que là, on se questionne, dans ce corridor-là, comment je fais pour que les gens prennent le train de banlieue? C'est pas grave s'ils ont 4 voitures à la maison puis ils font tout le reste en auto. C'est vraiment pas du tout les mêmes solutions qu'on mettra en place. C'est pour ça que quand ce ministre avait énoncé, j'ai dit, enfin, on pourrait avoir une cible sur la réduction du nombre total de voitures. Pas empêcher les gens de conduire. Là. Il y a eu grosse confusion et grosse panique. Mais dire, on va réduire la quantité de voitures qui est requis pour que tu puisses faire ton quotidien. Puis ça interpelle justement des meilleurs quartiers. Parce qu'on ne peut pas tous vivre empilés un par-dessus l'autre. Clairement, on a compris ça. Mais il y a des règles de base. Là. Souvent, je vais sortir les 5 D. C'est facile. Ça te prend de la densité, ça te prend de la diversité d'usage, ça te prend des quartiers bien designés. Donc, le D est pour design. Ça prend des destinations, de l'accès à des destinations. Ça prend être proche du transport en commun. Donc, distance au transport en commun. C'est quand même 5 clés importantes. Puis on a eu des espèces de mouvements de faire ce qu'on appelle des TOD,
bon, en bon français, les Transit Oriented Development. Moi, je sais pas pourquoi ça s'appelle pas des développements orientés piétons, mais c'est une autre histoire. Puis en fait, on a fait des drôles d'affaires par moment. Fait qu'on a dit, on va mettre des bébelles autour d'une gare de train, mais après ça, les gens, ils s'arrangeront, puis ils prendront leur auto pour aller au centre commercial de type Power Center. Fait que c'est ça, moi, je trouve qu'on réfléchit pas à la création de milieux de vie où tu peux t'affranchir de la nécessité de posséder plusieurs voitures. Parce qu'actuellement, la population d'auto croît plus vite que la population d'adultes. Fait que, tu sais, on n'a jamais eu autant accès à l'auto malgré le coût que ça peut générer d'un point de vue individuel et collectif. Et tous les impacts négatifs. Puis imaginez l'occupation du territoire. Je parle de nos espaces publics, l'encombrement de ces voitures stationnées un peu partout. Ou gros VUS, là, choisissez. Fait que ça, pour moi, c'est un enjeu de ne pas réfléchir aux problèmes comme ça. Fait que c'est pas une question de dire, ce corridor-là, je veux que les gens prennent le transport commun. C'est comment je fais pour créer des milieux de vie où les gens vont pouvoir aller travailler, aller faire des loisirs, aller aux études. C'est l'ensemble des besoins qui devraient être répondus par la création d'un quartier. Puis ensuite, on connecte pour les plus longs déplacements. Là, on devrait dépendre de modes de transport en commun un peu plus organisés. Et c'est important. Pour moi, dans l'approche qu'on a, nous, en transition énergétique à l'Institut Trottier, c'est pas dans une optique de brimade. C'est ce que dit Catherine aussi. C'est pas de dire il faut réduire les déplacements. Il faut offrir aux gens une qualité de vie équivalente ou supérieure sans avoir besoin de la voiture. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas dans une optique de dire tu devrais pas te déplacer. Il y a eu, par exemple, des mouvements où on disait on ne peut pas développer le territoire parce qu'on veut que les gens soient proches à Montréal. Mais il n'y a pas de raison. On pourrait avoir un développement au Mont-Tremblant avec un train de banlieue efficace. Et là, on aurait des belles qualités de vie le long du train. On pourrait aller plus loin. On pourrait rejoindre Témiscamingue puis avoir des gens qui habitent là qui viennent à travailler à Montréal. C'est peut-être un peu loin, mais l'idée, c'est on a une mauvaise conception de dire, si on interdit l'auto, on ferme l'accès au territoire. C'est pas du tout la même chose. L'idée, c'est un peu l'inverse, c'est d'offrir plus de possibilités. Oui. Puis de slacker un peu la pédale sur la construction de routes pour construire autre chose. Mais ça, de toute façon, on n'a pas les moyens. On n'a même pas les moyens d'entretenir le réseau qu'on a actuellement. Il faut regarder les dépenses du Québec, là. Puis ce qu'on prévoit dans les prochaines années pour voir que on est en train de se ruiner avec notre réseau routier. Est-ce qu'on devrait faire un peu comme on fait avec SACLIC, mais sur le transport, puis décortiquer ce qui se passe? Juste, nos routes ne sont pas si belles à la base. Non, de façon intéressante, il y a quand même eu un audit de performance qui a été lancé auprès des sociétés de transport en commun, mais bizarrement, ça n'a pas été lancé pour ceux qui gèrent nos routes ou qui les construisent ou qui... C'est assez étonnant aussi, la façon dont on voit l'État. Le niveau de compétence de l'État, moi, ça m'inquiète beaucoup, le message qu'on entend. Parce que quand on a... J'ai 1000 témoins, fait que je peux le dire, là. Quand on a une ministre des Transports qui est en pleine conférence sur les transports, donc où on a les 1000, je dirais, professionnels du domaine, dire il n'y a pas de compétences transport au Québec, c'est quand même assez inquiétant quand dans son propre ministère, il y a quand même des gens extrêmement compétents en prévision de la demande de transport, etc. Mais on n'a comme pas l'impression que les gens du public peuvent faire des choses. Moi, je trouve que c'est extrêmement inquiétant de penser ça, puis que de dire, on va donner ça à des privés, ça va être mieux. On s'éloigne beaucoup de cette notion de service public. Moi, je dirais, dans ce cas-là, donnez le réseau routier au privé, on va voir ce qui va arriver, combien il va coûter. Là, ça va aussi, être utilisateur-payeur. Ben oui, mais peut-être que c'est vers là qu'on devrait aller, parce que ça nous coûte extrêmement cher. Puis je ne suis pas convaincue que tout le monde réalise que collectivement, on décide, entre guillemets, de financer le réseau routier, peu importe le niveau d'utilisation qui est fait par tout le monde. Parce que ça, c'est ce qu'on fait. On a rentré ça dans nos dépenses de roulement en disant, un réseau routier, c'est un service public, ça va être gratuit pour tout le monde. Mais un réseau routier, c'est déficitaire. Comme plusieurs autres services publics, c'est correct dans la mesure où consciemment, on sait combien ça nous coûte et qu'on finance ceux qui sont des grands consommateurs de réseau aussi. Oui, c'est cette logique que je sais que la ministre avait sorti. Les transports en commun, c'est un coût. C'est ça. Et le système routier, c'est un investissement. C'est un coût. C'est un gouffre. On change la façon de voir pour justifier ça. Le chèque en blanc, finalement. Et l'autre pour justifier les restrictions budgétaires qui sont massives un peu partout. Là. À l'université, on pense que tout le monde le voit. En Ontario, c'est la même chose. Là. C'est ça, on fait des choix sur ce qui est gratuit, entre guillemets, parce que c'est jamais gratuit. Là. Et
on fait du surplace pour moi dans la transition. Donc, si je reviens sur... C'est sûr. Dans le transport routier, il y a la voiture électrique, mais même là, on est en train de se poser des questions. On n'a rien dans le transport lourd des marchandises. Présentement, et c'est la moitié des émissions dans le transport. C'est pas, en fait, le tiers, je pense. Donc, ça reste important. Et pendant ce temps-là, pour moi, il y a un aspect important. On parle des infrastructures, on parle des nouveaux modes de transport, on parle de l'électrification. Pendant que nous, on reste attaché à des vieilles façons, à des vieilles technologies, le reste du monde avance quand même. Aujourd'hui, le meilleur véhicule électrique, c'est un véhicule chinois qui coûte la moitié des véhicules qu'on peut produire au Canada. Okay? Donc, on a perdu la bataille. Oui, pour donner une idée, je pense que les Chinois, c'est 90% de certains métaux qui sont faits là-bas pour la voiture électrique. Oui, mais c'est pas juste ça. On pourrait les faire. Mais l'enjeu, c'est que d'un point de vue de propriété intellectuelle, c'est pas nous qui l'avons. D'un point de vue de savoir-faire, c'est-à-dire qu'on est en train de perdre cette inertie par rapport à la transition, par rapport à une révision des transports et autres, a un coût qui est aussi un coût de compétitivité économique. Qu'est-ce qu'on va vendre et à qui on va le vendre dans 15 ans pour rester riche et être capable de payer les services qu'on a? Si les technologies avancent, se déploient, se développent, sans qu'on participe à la propriété intellectuelle, au savoir-faire, à la fabrication de ces objets-là, on va s'appauvrir d'année après année. Et c'est là où on s'en va. Et pour moi, c'est dramatique, c'est qu'on ne comprend pas le lien entre ces transformations-là dans le transport et ailleurs, dans la modernisation de notre société associée avec la transition énergétique. Trop souvent, en partie, à cause des économistes qui voient tout ça comme un coût. Les économistes ne sont pas capables de comprendre ou de traiter correctement l'innovation. C'est un gros problème. Ils ne sont pas capables de traiter non plus des transformations profondes. Tous leurs modèles, c'est des modèles d'équilibre où on travaille toujours à la marge. Ces transformations-là sont profondes. Elles impliquent de l'innovation, un savoir-faire. Et on peut voir la transition énergétique pas comme un coût, mais comme une modernisation de nos façons de faire. Et c'est comme ça que la Chine a abordé le problème. La Chine s'est dit, moi, je ne peux pas compétitionner ces voitures à essence parce que toutes les technologies, tous les brevets sont déjà ailleurs, puis moi, je vais être obligé de les acheter. Si je fais le développement dans le solaire en copiant un petit peu de brevets au début, puis des trucs comme ça, les autos aussi, donc à ce moment-là, c'est moi qui va posséder le savoir-faire, qui va posséder les chaînes, qui va posséder les technologies cruciales, et je vais donc arrêter d'être juste un pays qui fait des produits de bas de gamme pour être à la fine pointe de la technologie. Et encore au Canada puis au Québec, moi, je suis fasciné par le fait qu'on pense encore, parce que les États-Unis hésitent, que c'est comme ça que le reste du monde se construit ou avance. Or, c'est pas ça. L'Amérique du Nord est un îlot, si on veut, qui se détache du reste du monde et qui perd sa pertinence. Donc, en n'étant pas à l'avant-garde de ces transformations-là, on est de moins en moins pertinent dans la transformation du monde qui se produit aujourd'hui. Et ça veut dire qu'on s'appauvrit, on perd en compétitivité. Et chaque année qui passe, on a de moins en moins les moyens d'assumer notre projection, ce qu'on voit comme société, comme on va être dans quelques années. Au Québec, on faisait du transport en commun. On aurait pu... Puis on en faisait avant. On a construit on a tout perdu. On a tout perdu. On en fait encore, mais on aurait pu être beaucoup plus agressif là-dessus. Surtout qu'on ne fait pas d'auto. Donc, en principe, chaque 60 000 qu'on dépense pour une voiture, il sort de notre économie. On a construit de grandes choses à une certaine époque. Oui, mais des systèmes de transport en commun, on a encore les gens qui les construisent. Là. C'est quand même étonnant que le Québec ne soit pas le meilleur en transport commun, parce que c'est l'industrie qu'on avait. Bombardier ont des contrats ailleurs. Et... Oui, mais je veux dire... Bombardier ont vendu. C'est fou, là. On a vendu à Siemens. Au Siemens, c'est ça? Ou peut-être au Français. Oui. Mais là-dessus, je vois l'heure et on doit se dire au revoir. Merci beaucoup. C'était passionnant. Je pense qu'on aurait pu continuer juste sur cette dernière lancée. Mais qui donne quand même un peu d'espoir, parce qu'on n'est pas les seuls dans le monde non plus. Oui, mais le reste du monde bouge. Donc, moi, j'ai d'espoir pour la planète, mais pas pour notre économie puis notre capacité
à se livrer pour les générations qui viennent un niveau de vie, une qualité, une possibilité de développement qu'on voudrait compromettre. Bon, j'espère que les gens sont à l'écoute. Parce que ça part de la démocratie, ça part des gens à la maison et de leur choix, aussi de ce qu'ils font dans leur bulletin de vote. Donc, merci à vous deux de vous être déplacés, d'avoir échangé avec nous. C'était fort agréable. Et au public, je vous dis à la prochaine fois. Merci. Merci.